We are going to start this hour with President Trump, who is set to place Christmas calls to service members and help take calls on NORAD's annual Santa Tracker hotline this hour. It comes as his administration is facing continued fallout over what the Department of Justice has and has not released from the files tied to convicted sex offender Jeffrey Epstein. The DOJ announced a short time ago that it had uncovered 1 million additional files potentially related to Epstein. NBC's Julie Sirkin joins us now from West Palm Beach, near where the president is spending his holiday. Julie, the Justice Department just revealed that it has found files potentially related to Epstein. Walk us through what we should know about them. Certaines initiatives institutionnelles prennent de l'importance, non pas parce qu'elles sont rares, mais parce qu'elles rompent avec des normes jusque-là considérées comme stables. Washington, début décembre 2025. Au milieu de la divulgation partielle des dossiers liés à Jeffrey Epstein, un communiqué publié par l'ancien président Bill Clinton, par l'intermédiaire de son porte-parole officiel, a introduit un nouveau vecteur de tension dans le domaine institutionnel. Dans un langage direct mais formel, le texte demandait au ministère américain de la Justice de rendre publics tous les documents le mentionnant, y compris les enregistrements photographiques, les transcriptions du jury et les notes d'entretien. Le détail qui a déplacé la perception de l'épisode était le ton de la demande, en affirmant que nous n'avons besoin d'aucune protection. Le président non seulement niait avoir quelque chose à cacher, mais suggérait également que le gouvernement Trump utilisait les archives de manière sélective, insinuant des liens que les archives elles-mêmes ne confirmaient pas. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La manifestation a eu lieu parallèlement à la divulgation d'une nouvelle série de documents par le ministère de la Justice. Marqué par de longues rédactions, avec plus de 90% des noms et des extraits masqués, sauf lorsqu'il s'agissait de documents liés à Clinton. Des images ont été diffusées avec des éléments visuels suggérant une association, mais sans explication contextuelle. L'une des photographies, largement diffusée sur les réseaux sociaux, montrait le président dans une piscine aux côtés d'une femme non identifiée. Selon l'analyse des métadonnées, le lieu ne correspondait pas aux propriétés connues d'Epstein, mais à un hôtel au Brunei. La femme a ensuite été identifiée comme étant Sarah Kellen, une ancienne assistante d'Epstein qui avait obtenu l'immunité judiciaire dans des procès antérieurs. Cette même Kellen avait bénéficié d'accords conclus par Alex Acosta, qui allait occuper le poste de secrétaire au travail sous l'administration Donald Trump. La sélection et le classement des informations rendues publiques ont donc été remis en question par des juristes et des experts en intégrité institutionnelle. La divulgation partielle des documents, ajoutée à la visibilité accordée à certains noms et non à d'autres, a été interprétée par des analystes indépendants comme le signe d'une stratégie discursive, utiliser des éléments officiels pour construire un récit politique, sans nécessairement présenter d'accusations formelles. Pour une partie de la communauté juridique, le plus grand risque ne réside pas dans la présence ou l'absence de contenu compromettant, mais dans la manière dont les instruments de l'administration publique sont utilisés à des fins de suggestion. Dans cette lecture, le processus ne consiste pas à cacher ou à révéler, mais à façonner la perception publique par des fuites sélectives. C'est dans ce contexte que le président a décidé d'inverser la dynamique. En exigeant publiquement la divulgation totale des dossiers le concernant, y compris les documents que le département lui-même n'avait pas encore rendus publics, il a déplacé l'axe du récit vers une zone moins prévisible. Cette mesure a obligé l'administration à répondre de manière institutionnelle, et pas seulement par des déclarations ou des publications sur les réseaux sociaux. La demande était accompagnée d'une référence directe à l'Epstein Files Transparency Act, une loi récente qui impose au ministère de la Justice l'obligation de divulguer intégralement les documents d'intérêt public liés à l'affaire. Le communiqué mentionnait également que l'absence de divulgation complète pourrait suggérer que l'objectif n'était pas la transparence, mais l'insinuation. Cette initiative a coïncidé avec la publication d'une autre déclaration, et signée cette fois par l'homme d'affaires Reid Hoffman, qui a également été cité dans des documents vagues et décousus. M. Hoffman
qui s'était déjà prononcé en faveur de la divulgation intégrale des dossiers, a réaffirmé qu'il n'avait jamais eu aucune relation avec M. Epstein, à l'exception d'un contact indirect par le biais de dons au Massachusetts Institute of Technology. En adoptant une position similaire à celle de Clinton, exigeant la divulgation complète des documents le mentionnant, Hoffman a renforcé l'impression que la divulgation partielle des documents pourrait être utilisée pour détourner l'attention d'autres points sensibles. Parallèlement, la réponse institutionnelle du ministère de la Justice a été marquée par des déclarations ambiguës et des manœuvres. La procureure générale Pam Bondi a remercié publiquement Donald Trump pour un message publié sur les réseaux sociaux, demandant une enquête sur Clinton, Hoffman et d'autres personnalités. Elle a ensuite annoncé que le procureur Jay Clayton prendrait la direction de l'affaire. La décision de réagir à un message présidentiel par une réponse institutionnelle a été interprétée par les associations juridiques comme un signe que l'indépendance fonctionnelle du ministère de la Justice était compromise. Dans des notes techniques publiées par d'anciens membres du DOJ lui-même, ce geste a été qualifié d'atypique, alertant sur le risque de contamination politique des procédures administratives. En pratique, ce qui était en jeu n'était pas la divulgation des dossiers en soi, mais la manière dont cette divulgation était menée. L'absence de critères techniques publics concernant les rédacteurs, les passages omis et les noms préservés. Eux créaient une marge de manœuvre qui pouvait être exploitée politiquement. L'asymétrie entre les noms exposés et ceux cachés a soulevé des questions sur les intérêts qui étaient protégés derrière la justification de la sécurité juridique. C'est face à cette impasse que des analyses institutionnelles plus larges ont commencé à émerger. Pour certains observateurs, cet épisode reflète un tournant dans la manière dont le système juridique et institutionnel américain traite les archives hautement sensibles pour le public. La tension entre le droit à l'information et la préservation des enquêtes confidentielles a pris une dimension supplémentaire, l'utilisation politique de la transparence comme instrument de pression réciproque entre adversaires de haut rang. Dans ce contexte, il est essentiel de suivre de près et avec attention l'évolution de la situation. En observant les développements avec un regard critique, on se rend compte que les mouvements publics agissent souvent comme des leviers narratifs, qui dépassent les limites formelles des documents qui les sous-tendent. C'est dans ce contexte que l'attention se porte, non seulement sur le contenu des dossiers Epstein, mais aussi sur les mécanismes institutionnels, qui déterminent comment, quand et pourquoi certains documents sont rendus publics. L'Epstein Files Transparency Act, mentionné dans les déclarations de Bill Clinton et Reid Hoffman, établit des lignes directrices claires concernant la divulgation des documents liés à l'affaire, y compris les transcriptions, les notes, les images et les correspondances électroniques. Son adoption n'a toutefois pas éliminé la marge d'interprétation, et quant aux critères de confidentialité et aux exceptions pour des raisons de sécurité nationale ou d'intégrité des enquêtes en cours, le ministère de la Justice, s'appuyant sur des dispositions légales, a maintenu la confidentialité d'une partie des documents, justifiant cette mesure par le risque pour la continuité des enquêtes. Cependant, la sélectivité perçue dans la divulgation des noms et des images a relancé le débat sur les limites entre les prérogatives légales et les motivations politiques. À partir de là, plusieurs instances du système ont commencé à prendre position. Des organisations de surveillance institutionnelle telles que l'American Bar Foundation et le Brennan Center for Justice ont publié des notes techniques soulignant que le principe de publicité, bien que soumis à des exceptions légitimes, ne peut être appliqué de manière asymétrique, sans compromettre la confiance du public dans l'impartialité du processus. Selon ces organisations, la divulgation d'images de certaines personnalités, même hors contexte, sans justification équivalente pour l'omission d'autres, représente un risque pour l'intégrité même de l'acte administratif de divulgation. Au Congrès, les effets de l'initiative de Clinton et Hoffman ont eu des répercussions inégales. Alors que les membres démocrates ont commencé à défendre avec plus de vigueur la divulgation sans restriction des documents, les parlementaires républicains ont intensifié leur attention sur les mentions de Clinton dans les archives.
La commission de surveillance de la Chambre, sous la direction des conservateurs, a redoublé d'efforts pour convoquer le président à témoigner, arguant que le nombre de documents le mentionnant justifierait une audition formelle. En réponse, les démocrates ont commencé à élaborer des mesures visant à réviser les protocoles de divulgation du ministère de la Justice, proposant une plus grande transparence sur les critères utilisés pour déterminer ce qui est publié ou non. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'affaire a dépassé le cadre d'un différend entre individus pour devenir un épisode institutionnel ayant des implications structurelles. L'action du ministère de la Justice, auparavant interprété comme un agent de médiation technique entre les intérêts publics et les droits individuels, a été remise en question en raison de sa conduite réactive aux commandes informelles diffusées sur les réseaux sociaux. La nomination de Jay Clayton à la tête de la nouvelle enquête, annoncée par Pam Bondi en réponse directe à un message de Donald Trump, est devenue le symbole de ce renversement des hiérarchies. Des juristes expérimentés ont averti que, même si le contenu de l'enquête est légitime, son origine et son commandement ne peuvent découler de déclarations présidentielles dépourvues de formalités institutionnelles. C'est dans ce contexte qu'apparaît une tension particulière. Les mêmes dossiers dont la divulgation est exigée par des personnalités publiques sont, en même temps, les éléments utilisés pour justifier les enquêtes à leur encontre. Cette circularité crée un paradoxe institutionnel, dans lequel les documents servent à la fois de preuve et d'instruments de suggestion. L'absence de critères objectifs concernant l'ordre de publication, le niveau de rédaction appliqué et la sélection des noms renforce la perception que le contenu n'est pas seulement ce qui est écrit, mais aussi ce qui est passé sous silence ou reporté. L'expérience de cas antérieurs, telles que les archives du FBI sur des personnalités publiques des années 1970, est souvent citée comme référence. À cette époque, la publication partielle de documents a conduit à des conclusions hâtives qui, des années plus tard, se sont révélées insoutenables à la lumière de l'ensemble des archives. La différence est que, dans le contexte actuel, la vitesse de diffusion de l'information et l'interaction directe entre les autorités et le public, sans médiation institutionnelle, aggravent les risques d'interprétation déformée et de dommages irréversibles à la réputation. Au sein même du ministère de la Justice, des signes de malaise ont été observés quant à la conduite politique de l'affaire. Des sources proches des membres de l'équipe de sécurité nationale ont rapporté que la divulgation sélective des archives sans consultation approfondie des instances techniques internes aurait provoqué le mécontentement des procureurs expérimentés. Ces professionnels, historiquement chargés de garantir la légalité et l'intégrité des processus de divulgation des documents, auraient été écartés des décisions clés, remplacés par des groupes de conseillers directs liés à la direction du département. À ce stade, il ne s'agissait plus seulement de savoir qui serait ou non mentionné dans les documents, mais de la crédibilité du système judiciaire lui-même, aux yeux de l'opinion publique. La construction d'une perception institutionnelle d'impartialité dépend en grande partie de la cohérence des procédures. Lorsque des personnalités proches du pouvoir exécutif bénéficient d'un traitement différent des autres, que ce soit par exposition délibérée ou par omission calculée, le risque d'érosion de la légitimité institutionnelle s'intensifie. Sur la scène internationale, l'affaire a commencé à être suivie par des organismes d'observation institutionnelle et par des médias étrangers qui couvrent des thèmes liés à la gouvernance démocratique. Le fait que des archives d'une nature aussi sensible soient utilisées comme instrument de confrontation politique a suscité des alertes quant au potentiel de déstabilisation institutionnelle que ce type de comportement peut provoquer, en particulier dans les régimes démocratiques fondés sur la séparation des pouvoirs et l'autonomie des organes de contrôle. La perception d'un risque systémique s'est renforcée lorsque Bill Clinton lui-même a mentionné dans un nouveau communiqué qu'il ne suffirait pas de simplement rendre publics les dossiers, il faudrait également expliquer publiquement les critères de rédaction et justifier les noms maintenus secrets. Pour lui, la transparence des documents publics doit s'accompagner d'une transparence procédurale afin d'éviter que leur contenu ne soit instrumentalisé.
selon des convenances momentanées. Cette proposition, bien qu'interprétée par les milieux conservateurs comme une tentative de diversion, a trouvé un écho dans les milieux universitaires et juridiques, qui alertent depuis des années sur la fragilité normative des processus de divulgation sélective, dans des contextes à forte visibilité politique. Tant que le ministère de la Justice ne présente pas de plan détaillé pour la publication des archives restantes, les spéculations vont bon train sur les noms qui sont encore gardés secrets et les raisons de cette confidentialité. Cette absence de prévisibilité alimente non seulement la désinformation, mais aussi l'utilisation stratégique du silence comme moyen de contrôler le débat public. Dans ce contexte, le rôle des institutions indépendantes, des médias responsables et des organismes de contrôle social dans la tâche de contextualiser les enjeux prend toute son importance. La controverse autour des archives Epstein en dit moins sur les noms qui apparaissent dans les documents que sur le fonctionnement du système lorsqu'il est exposé à des pressions simultanées du pouvoir, de l'opinion publique et de l'incertitude juridique. Il est essentiel de continuer à suivre ces développements pour comprendre comment des décisions apparemment techniques peuvent, dans la pratique, redéfinir les contours de l'espace démocratique. La publication fractionnée des dossiers liés à l'affaire Jeffrey Epstein a mis en évidence une fracture institutionnelle qui s'était discrètement creusée. La controverse ne porte pas seulement sur le contenu des documents, mais aussi sur la logique de leur divulgation, sélective, opaque et politiquement sensible. Le ministère de la Justice a opté pour un modèle de divulgation progressive, mais n'a jusqu'à présent présenté aucun fondement technique clair, justifiant quels extraits ont été rendus publics et lesquels restent confidentiels. Pour les analystes critiques, cette absence de critères vérifiables compromet la légitimité du processus et renforce l'impression que l'État gère le scandale, davantage comme un problème de communication que comme un devoir de justice. Au cœur du conflit se trouve l'idée d'asymétrie. La divulgation des noms se fait de manière disproportionnée et avec des effets communicationnels évidents. Certaines personnes sont exposées dans des extraits hautement symboliques, tandis que d'autres, dont le degré d'implication suggéré est similaire, restent préservés. Cette sélectivité alimente le soupçon que des forces extérieures influencent les décisions sur ce qui doit ou non être révélé. Dans ce contexte, la transparence cesse d'être une valeur absolue et devient une stratégie, et ce qui devait être une procédure juridique se transforme en un champ de bataille entre des versions concurrentes de la vérité. L'un des cas les plus emblématiques de ce renversement est celui de l'ancien président William Clinton. Son nom figure dans des documents divulgués de manière visuellement percutante, sans qu'il y ait d'éléments concluants pour étayer une quelconque responsabilité formelle. Pourtant, c'est lui qui défend le discours en faveur de la divulgation intégrale des documents. Ce geste, venant d'une personne directement concernée, renverse la logique défensive et repositionne la figure de l'impliqué comme défenseur de la divulgation totale. Le récit s'inverse. La cible exige désormais une transparence totale, tandis que les détenteurs des documents optent pour une opacité partielle. Le déplacement symbolique est profond et oblige le système à faire face à un paradoxe qui mine sa propre cohérence. Outre la tension sur ce qui est exposé, il existe une inquiétude croissante quant à la manière dont l'appareil étatique a été instrumentalisé dans le cadre de ce processus. Lorsque les représentants de l'exécutif demandent un accès complet aux documents et ne reçoivent en réponse que des livraisons partielles, le manque de coordination entre les niveaux de gouvernement devient évident. Le discours sur l'isonomie, selon lequel tous doivent être traités de manière équivalente devant la loi, entre en conflit avec les pratiques institutionnelles, qui opèrent par exclusion sélective. La disparité entre la rhétorique républicaine et la pratique bureaucratique met en évidence un déséquilibre qui affaiblit la confiance dans le système. Le problème ne se résume pas à l'omission de critères, il s'étend à l'absence d'un cadre interprétatif commun. La société civile fait pression pour une transparence totale, afin de garantir la justice aux victimes et de lutter contre les réseaux de protection informelle. Dans le même temps, les juristes et les techniciens avertissent
que la divulgation prématurée de noms peut causer des dommages irréversibles à la réputation d'individus qui n'ont jamais été formellement accusés. Cette dissonance entre l'urgence morale et la prudence juridique crée une impasse. À chaque nouvelle divulgation, les questions s'accumulent. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce nom? Pourquoi cet extrait? L'absence de réponse ne fait qu'intensifier le sentiment que la justice est subordonnée à la convenance du moment. La situation devient encore plus volatile avec l'intervention directe de Donald John Trump. Ses publications sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il associe des noms de l'opposition au scandale, sans présenter de preuves, ajoutent une composante d'instabilité narrative. Lorsque, peu après ces déclarations, des actions concrètes du ministère de la Justice semblent corroborer ces accusations, la séparation entre discours politique et action institutionnelle devient imperceptible. Cette superposition affaiblit les mécanismes de frein et contrepoids et jette le doute sur l'autonomie des institutions chargées de mener l'affaire. Dans ce scénario, les documents publics You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. manipulation stratégique. Le contenu se dilue dans la forme. Ce qui importe, ce n'est pas seulement ce qui est écrit, mais comment cela est révélé, quand, dans quel contexte et avec quels effets. La valeur juridique du document est remplacée par sa valeur narrative et ce qui devrait servir la justice devient matière première pour des batailles de perception publique. Ce déplacement de fonction exige une réaction institutionnelle à la hauteur de la complexité du moment. La confiance dans le système ne sera pas rétablie par des communiqués de presse ou des justifications ponctuelles. Il est nécessaire d'établir des protocoles clairs, vérifiables, soutenus par des principes qui résistent à la volatilité politique. L'absence de ces fondements crée un dangereux précédent. Si l'exposition sélective est normalisée, toute enquête future risque d'être menée, au risque de devenir un spectacle avant d'être une affaire de justice. La conduite actuelle de l'affaire Epstein n'est donc pas un épisode isolé. Elle révèle un changement dans la manière dont les États-Unis traitent les informations sensibles, en particulier lorsqu'elles concernent les élites politiques, économiques et médiatiques. En fonction des décisions qui seront prises dans les prochaines semaines, un nouveau modèle pourrait se consolider dans lequel le contrôle du récit sera aussi important que la recherche de responsabilité. Dans ce modèle, les documents servent moins la vérité que la commodité. Les institutions centrales, telles que le Congrès américain, n'ont pas encore présenté de propositions concrètes pour reformuler les critères de divulgation des archives publiques. Le ministère de la Justice continue de fonctionner sans feuille de route claire. Le pouvoir judiciaire, bien que provoqué par plusieurs actions en cours, fait preuve de prudence stratégique et évite les déclarations définitives. Dans ce contexte, le silence institutionnel ne préserve pas la stabilité. Il aggrave l'incertitude. La controverse autour des archives Epstein est donc devenue le reflet du système lui-même. La manière dont les institutions réagissent ou ne réagissent pas en dira plus long sur leur santé démocratique que n'importe quel paragraphe des documents divulgués. Le problème ne réside pas seulement dans le contenu des archives, mais dans l'impact de ces archives sur les institutions qui les conservent, pour ceux qui suivent les coulisses de la gouvernance et de la justice institutionnelle. Ce qui se profile est plus qu'une crise ponctuelle. Il s'agit d'un champ de tension entre les principes constitutionnels et le pragmatisme politique, entre le droit à l'information et la manipulation symbolique. Nous continuerons à observer chaque décision, chaque omission et chaque ligne publiée, avec l'attention que le moment exige, car c'est à ce niveau de détail que le système révèle ou cache la vérité de sa propre structure.